fait partie de clubs de chiens exotiques, des chiens nus et des chinois grecs aussi, je pense. En fait, des chiens nus. Et c'est un club qui vient d'être fondé ici en Belgique. Et bon, Estelle Antonitov qui fait partie du club des chiens exotiques en France. Donc ce sont des éleveurs professionnels. Estelle qui est éleveuse de longue date, Julie c'est une nouvelle éleveuse qui est en train de faire un travail fantastique et que ce sont des passionnés de chiens nus et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être. On parlait de la température du chien et disait qu'il donnait de la chaleur. Est-ce que le chien n'a pas froid, lui? Ah oui, oui, il y a un deuxième écran. Ah, il y en a deux. Du coup, en fait, ça dépend un petit peu de l'environnement. Donc, ce n'est pas un chien qui est fait pour vivre à l'extérieur, surtout vu le climat ici en Belgique. Donc, c'est des chiens qui sont d'intérieur comme d'autres chiens à poil court qui doivent vivre dans la maison. Maintenant, c'est pas un chien qu'il faut habiller systématiquement. C'est pas non plus un bébé, ça reste un chien. Dès qu'ils doivent sortir faire leurs besoins ou quoi que ce soit, tant qu'ils courent et qu'ils restent actifs, ils arrivent à réguler eux-mêmes leur température. C'est une mutation génétique naturelle qui a quand même bien fait les choses et ce ne sont pas des chiens qu'il faut non plus surprotéger. Après, s'ils restent statiques dans la neige, c'est sûr qu'ils vont craindre le froid, mais comme d'autres chiens à poil court, comme le lévrier, les whippets, etc., qui sont des chiens à poil extrêmement court et qui du coup vont craindre le froid de la même manière. Voilà. J'ai remarqué que pour les petits chiens, il y avait quelques-uns qui avaient pour les oreilles un tissu, une chose comme ça. Est-ce que c'est un soin qu'il faut les donner pour que les oreilles soient plus tard dressées ou c'est un problème quand ils sont petits avec les oreilles? Oui, alors ça n'a pas du tout de rapport avec le soleil. C'est effectivement uniquement pour dresser les oreilles, parce qu'ils ont quand même des oreilles assez grandes. Et vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines races, comme les bergers allemands. On leur met des tuteurs, on appelle ça des bonnets, parce que ça fait comme un petit bonnet sur la tête. Et en fait, c'est uniquement pour aider les oreilles à se dresser, pour qu'elles soient bien droites. Parce que vous avez vu dans le film qu'il y a quand même certains chiens qui ont parfois les oreilles tombantes, l'une ou l'autre. C'est parce que sans doute ces bonnets n'ont pas été placés dès leur plus jeune âge. On commence assez tôt, et chez certains chiens ça va tout seul, mais chez certains autres il faut aider la nature, voilà, tout simplement. Tengo una pregunta. ¿Cuántos años viven ellos? ¿Igual que los demás perros o más o menos de vida? Oui, je peux répondre en français ou en espagnol. Il a répondu à la question, sinon le autre. Oui, c'est l'espoir de vie, en fait. On dit espérance de vie. L'espérance de vie. Oh, l'espérance de vie d'un chien péruvien. Enfin, il faut dire qu'on n'a quand même pas trop de recul, puisque la race est assez récente. Donc on a quand même pas trop de chiens qui ont 20 ans, par exemple, parce que ça fait à peine... bon, ça fait 20 ans que le chien est reconnu en France, mais il y en a quand même eu très peu au départ. C'est une race qui s'est développée ces dernières 10 années, on va dire. Et l'espérance de vie pourrait quand même tourner autour des 14 ans. J'ai une petite anecdote en fait par rapport à l'âge de ces chiens, parce que je connais quelqu'un qui habite aux Pays-Bas et qui avait adopté une chienne péruvienne qui venait des favelas de Lima, je ne sais pas, vraiment des quartiers très très défavorisés. Et lui, il n'a jamais su à quel âge elle était arrivée en Europe. Donc cette chienne n'avait pas de papiers. Et du coup, il arrive ça parce qu'en fait, quand la chienne voyait la poubelle à Amsterdam, elle était très très contente de voir la poubelle. Elle adorait la poubelle en fait.
Et cette chienne, elle a vécu 21 ans en Pays-Bas. 21, ouais. C'était impressionnant parce que ce chien était déjà adulte quand elle était arrivée. Donc, ce qui prouve que c'est un chien sain. Ce sont des chiens sains, les chiens du Pérou. Voilà. Il n'y a que 10 ans que la race, ou 20 ans que la race est organisée, quoi, mais c'est un chien très très vieux, puisque bon, alors moi je voudrais savoir un peu dans tout ce temps, il servait à quoi ce chien? C'était un chien de chasse, c'était un chien de garde, ou alors je vais être un peu provocateur, c'est un chien qu'on mangeait, parce que je sais qu'auparavant, en Amérique latine, en tout cas au Mexique, on mangeait les chiens, on les mettait dans les tombes d'ailleurs, comme aliment pour les morts, donc voilà, il s'est perpétué comment et à quoi il servait? Oui, bon, pour la partie, les aspects culturels, peut-être je peux répondre plus que mes collègues. En effet, le chien, il a eu des multiples usages par les pré-Incas, mais la seule chose qui est certaine, que les pré-Incas, ils ne savaient pas reconnu ses valeurs physiques. Ils avaient compris que c'était un chien de compagnie, mais il était plus utilisé pour les aspects rituels, en fait, pour les rites. Et ils comprenaient que c'était bien évidemment un chien de compagnie, parce que c'est pourquoi on voit le chien entre les bras des gens. Ils sont même enterrés avec les chefs. Donc c'était un chien de foyer. Mais ce n'était pas du tout la même appréciation qu'il y avait déjà en Europe. Le chien en Europe a fait partie de bataillons, c'était un chien de défense et protection. Donc voilà. Après, en Europe, bien sûr, on a développé tous les aspects physiques en fonction de chaque race. Le chien de Pérou, on le retrouve aussi avec les coursiers. Donc, l'homme s'est déplacé de village en village pour amener des informations et le chien court après cette personne. Donc, ça, c'est un autre usage, on pourrait dire. Mais le Pérou, c'est un pays neuf, quoi. Enfin, là, il a un développement économique qui fait qu'à chaque jour, on découvre de nouvelles choses. Voilà. Aujourd'hui, on ne connaît que ça. Je ne sais pas si, dans la question, il avait aussi des aspects culturels, mais plutôt européens, je pense. Combien ça coûte? Non, mais je voulais savoir, parce que dans les films, ils disaient que les chiens sont très sensibles, qu'il faut bien communiquer parce qu'ils s'envient de savoir ce qu'on demande de lui, ou quelque chose comme ça. Et avec les enfants, il est comment? Parce qu'il y a des enfants... Peut-être, tu sais plus... Enfin, les éleveurs peut-être sont plus de connaissances par rapport au prix. Enfin, là, il y a deux questions en une. Donc, on va commencer plutôt par rapport à la sensibilité. C'est des chiens qui sont à fleur de peau, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment ressentir toutes les émotions des propriétaires. Donc, je ne sais pas un chien que je conseille à des gens qui sont trop colériques ou trop, qui ont beaucoup trop d'énergie, parce que comme ils sont très sensibles, ils vont vraiment le prendre à cœur. Donc, ça doit être pour des gens, je ne vais pas dire sensibles non plus, mais pour des gens qui sont bien dans leur peau et qui se sentent déjà bien. Donc le chien va ressentir ça et ça va être un chien heureux. Du coup, si c'est tout l'inverse, ça va être un chien qui va être stressé, ça va être un chien qui va avoir tendance à être encore plus craintif, étant donné que c'est un chien sensible, et on va arriver à des dérives. Après, avec les enfants, il n'y a pas de souci particulier. Des gens qui étaient là au début ont pu le voir avec les deux enfants ici. On a deux petits bébés et ils ont joué avec, des bisous et tout. Après, c'est vraiment une question d'éducation. Peu importe la race, quoi qu'il en soit, c'est de la socialisation. C'est vrai que le péruvien, je pense qu'il faut plus de travail et un travail tout en douceur et en restant calme. Donc voilà.
Après, pour le prix, ça dépend d'énormément de facteurs, comme toute race de chien avec pédigré. Donc ça dépend si c'est un mâle, une femelle, si c'est une variété avec des poils ou une variété nue, s'il est qualité exposition ou qualité compagnie. Donc vous pouvez avoir vraiment une variation de prix Les couleurs aussi, ça... Normalement pas. Après, tout dépend des éleveurs, mais logiquement la couleur ne devrait pas... Mais bon, après, je ne veux pas m'avancer pour d'autres collègues, donc voilà, je sais les prix que je pratique, mais je ne regarde pas trop les prix que les autres pratiquent. Une fourchette chez moi, ça peut aller pour un nu de 1 300 € à 2 000 €. Pour un nu, voilà. Et pour un poilu, la moitié. Un bébé, bien sûr, oui, un bébé. Il faut une nourriture spéciale, non? Non, pas de nourriture particulière, je veux dire, enfin, après c'est des règles à savoir définir, mais c'est sûr qu'il faut quand même prendre une nourriture de qualité, mais peu importe la race, ça reste pareil. Mais oui, ils mangent plus qu'un autre chien, parce que comme ils doivent réguler leur température, ça leur demande plus d'énergie. Donc ils mangent beaucoup, et comme ils sont très actifs, du coup, ils mangent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Esther. Oui, bon, c'est un fait, effectivement, qu'ils mangent plus que les autres chiens. Et c'est pas à négliger quand même. Hein. Est-ce qu'ils ont plus de caca aussi c'est la question qu'on pourrait se poser. Non, non, parce qu'ils utilisent quand même beaucoup. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, en fait. Et c'est un chien qui est vraiment facile à vivre, à condition d'être des gens posés et équilibrés. Et comme dit Julie, effectivement, c'est des chiens qui sont assez sensibles et qui ont du mal à se placer dans une famille un peu qui n'est pas très stable, en fait. Mais c'est un chien très agréable, très discret, c'est pas un chien très aboyeur, il s'adapte énormément à sa famille et devient un peu comme sa famille. Et c'est des chiens faciles, à condition qu'on sait les apprécier. Je voulais juste finir la question que M. avait posée tout à l'heure, parce que, oui, en fait, c'est un chien primitif. Il n'a presque aucun chien primitif, mais on les appelle primitifs. En fait, c'est mi-primitifs, c'est-à-dire que ce sont des chiens qui n'ont pas eu... L'homme n'a pas développé une culture avec ces chiens, mais bien sûr, il a eu un contact avec l'humain. Et ce sont des chiens qui, en raison de son état mi-primitif, ils font beaucoup attention. Et c'est pas un chien qui va obéir son maître au point de se jeter au vide, comme ils font beaucoup de chiens on les appelle intelligents, parce que ça suffit de faire comme ça, le chien il va se jeter au vide. Le chien de Pérou ne se jetterait jamais au vide. Ils sont très intelligents. Ça, c'est un vrai chien primitif. Le chien de Pérou, on a constaté que dans les courses canines, ou dans les preuves canines, où le chien doit passer tous les barrières, et les petits tunnels, et tous les obstacles, le chien nu, il va peut-être prendre plus de temps, mais il ne va jamais toucher les obstacles. Il va toujours faire attention à soi-même. Alors que les autres, ils vont très vite, mais ils sont capables de jeter les barres et jeter tout. Et on l'a constaté parce qu'on a fait des preuves, en fait, et le chien, lui, il va prendre toujours son temps pour ne pas se toucher avec les obstacles. Donc on peut considérer que c'est un chat très intelligent. De même, c'est assez original à observer, mais c'est un chien qui ne va jamais s'asseoir par terre. Je ne sais pas si les terres sont pareilles, Julie, mais sauf s'il fait très 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 chaud, ils ne vont même pas s'asseoir, se coucher, n'en parlons même pas, sauf s'il y a une couverture, un matelas. C'est assez douillet comme chien. Mais s'asseoir par terre, comme ça, c'est délicat. Ils ont toujours besoin de quelque chose, même un jouet. Ils vont s'asseoir toujours, ils ont besoin de confort, quand même. Et on n'en a pas tellement parlé dans le film, mais sachez que la race se décline en 3 tailles. Il y a officiellement 3 tailles. Le petit, comme celle-ci qui est là, qui va de 25 à 40 cm. Le moyen, donc la taille la plus représentée, surtout ceux de Pedro, qui vont de 41 à 50 cm. Et ensuite les grands qui vont
de 51 à 65 cm. Et qui sont surtout chez Julie. Moi en France, j'ai surtout des petits, des moyens. Actuellement, on peut dire que les petits sont assez rares, puisque à l'origine, on pense que la taille la plus populaire, c'était le moyen, dans le pays d'origine. Et on trouve des grands, de magnifiques grands au Pérou. On en a un peu en France, dont chez Julie. Et moi-même, j'élève surtout les petits, parce que plus une race diminue en taille, plus elle a tendance à se nanifier. Donc on a tendance à retrouver un peu les grosses têtes, les yeux un peu ronds. Et c'est un travail difficile pour justement rester dans le même type, moyen, petit et grand. Ça doit être le même chien. C'est pas forcément facile. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire que c'est un chien qui mérite quand même un bon suivi. Et on est très fiers qu'en Europe, on compte à des éleveurs très dédiés et professionnels. Et grâce à ces gens-là, cette race, elle peut subsister, quoi, parce que c'est un travail qu'on a manqué au Pérou pendant très longtemps. Et heureusement, aujourd'hui, elle est prise en main par les bons éleveurs européens. Voilà. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait pour garder la race tant que péruvien, la loi, et le respecter ou pas? On peut dire que la loi n'est pas... non, il n'a pas d'action en fait, il n'y a rien qui se passe pour cette... Enfin, il y a une loi, oui, à un moment donné il a eu une volonté de faire des choses, la loi a été faite, mais il n'a aucune action faite, voilà. Donc, en général, ce sont des personnes passionnées qui sont dans le film, et c'est pourquoi on a décidé de faire un film, parce que toutes les démarches, en fait, sont faites par des passionnés. Voilà. Et heureusement qu'il en a, parce que s'il n'en avait pas, cette race était déjà disparue. Elle existe effectivement plus de 3000 ans, que la race apparaît dans le continent sud-américain. Et elle est qu'à peine reconnue en tant que race officielle, qu'il y a quelques années. Et donc on n'avait rien fait. C'est une race qui avait été découverte dans les années 30-40 par des Américains qui sont venus au Pérou, qui c'était des passionnés d'archéologie, mais ce n'étaient pas des vrais archéologues, c'était des passionnés. En fait, c'était des gens des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y avait déjà les chiens du Mexique, les chiens nus mexicains qui étaient déjà connus aux États-Unis, et que